Bonjour, bonsoir, moi c'est Ndaya, je suis accompagnée de Déné et vous écoutez Le Thé Noir. Et aujourd'hui, on va parler de l'importance des femmes et spécifiquement des femmes noires dans la science. Bonne écoute! Coucou Néné, comment ça va? Écoute, ça va et toi? Ça va, il a fait beau dernièrement, il a fait un peu chaud, donc franchement j'étais contente de pouvoir lâcher le gros manteau d'hiver juste quelques Franchement, jours. ouais, ça fait du bien. Euh, ouais, tu tousses encore ou pas? Oui, je tousse encore. Je suis à 2 mois de tout. Bon, On va battre des records là. franchement, et, Non, et c'est c'est incroyable. nul parce que maintenant ça vient, pardon, en plus je bug, à des moments improbables. Donc j'ai juste Mhm. accepté, je me dis que ça va partir. Vous Bah ouais. remarquerez que par rapport aux deux derniers épisodes, je recommence à avoir de la voix. Donc je suppose que c'est bon Mhm. signe. Mais Ah, ouais, mon non, grand sinon. dame. Ouais, ouais, c'est ça. Et c'est difficile. Ok. Ok, c'est cool. Alors, comme je l'ai dit, oui, on va parler des femmes dans la science et des femmes noires aussi dans la science. Mais avant, on voulait vous parler quand même d'un sujet qui est très, très important et qui nous touche très fort, à savoir la situation de guerre qui se passe au Congo. Et en fait, il y a des incidences en fait, par rapport à la situation du Congo en ce moment, notamment ce qui s'est passé il y a quelques jours dans un site minier à Rubaya. Et en fait, dans les sites miniers, il y a des éboulements qui ont souvent lieu, ce qui est normal puisqu'on fait que creuser en fait dans les tréfonds de la terre. Et quand il y a des éboulements, eh ben, ça veut dire qu'il y a plein de miniers en fait qui meurent ensevelis. Mhm. Malheureusement, il s'avère que les miniers au Congo sont des enfants aussi. Donc là, il y a eu un éboulement il y a quelques jours qui a causé plus de 200 morts, dont 70 enfants. Et on est juste au mois de mars et c'est déjà le deuxième éboulement majeur qui a lieu en 2026. Donc il faut Mhm. savoir que c'est quelque chose qui arrive très souvent, qui malheureusement aura encore lieu tant que le pays continuera à être surexploité pour des ressources. Et c'est vraiment une des moultes manières dont le pays souffre. Surtout quand on sait que ce sont des sites qui ne sont même pas exploités par le pays, mais qui sont contrôlés par la milice du N23, qui n'est même pas une milice congolaise, qui est une milice qui est financée par le Rwanda. Donc vraiment, là, notre pays, il est rongé de toutes parts et il est littéralement éventré. Donc vraiment, là, ça arrive à un point où, quand on lit ce genre de nouvelles, en fait, on se demande, mais quand est-ce qu'on va nous laisser tranquilles? Et malheureusement, j'ai l'impression qu'on ne nous laissera pas tranquilles tant qu'on n'aura pas pompé toutes les petites ressources qui nous restent sur cette terre. Tant qu'il en restera, j'ai l'impression qu'on va continuer à massivement venir nous envahir de cette manière. Et on se sent très impuissante par rapport à ce qui se passe. Et tout ce qu'on peut faire, le minimum qu'on puisse faire, c'est en parler et répandre massivement cette information, à savoir que les mines en question concernent 15 à 30% de l'exploitation mondiale du cobalt, qui est complètement essentiel à l'industrie de la technologie aujourd'hui. Donc, que vous le voulez ou non, en fait, ça vous concerne. Donc, pensez au Congo, parlez du Congo, et on fera de même. Voilà. Ça, c'était l'avant-propos. Euh, Aujourd'hui, on a un retour de Docteur Néné en force, parce qu'on fait un épisode bien science, bien sciencier, bien Mhm. féminin, bien Docteur Néné. Mhm. Et vraiment, c'était le jour parfait. J'utilisais le 8 mars pour faire ça, en fait. Et puis, on a de la Mhm. chance, en plus, ça tombe pile poil le jour où l'épisode sort. Mhm. Donc, on va pas faire le truc cliché de bonne fête des femmes. Non. C'est pas la fête des femmes, mais on a vraiment envie de célébrer les femmes qui changent le monde. Et parfois, on a l'impression que changer le monde, il faut toujours que ce soit des trucs révolutionnaires, mais il y a aussi des petites choses qui font que le monde change et on s'en rend pas compte. Et vraiment, côté science, côté médecine, il y a toujours des choses incroyables à raconter. Donc, on va explorer ce sujet. Voilà, docteur Néné, the floor is yours. Quelle belle introduction, merci beaucoup. Avant de commencer, qu'est-ce que tu bois? Aujourd'hui, je bois le thé granule là, de mon enfance. Je pense que j'en ai déjà, je l'ai Oui. déjà dit dans le podcast. J'aime trop ce thé. C'est des petites infusions pêche ou citron. Mais là aujourd'hui, je bois le thé à la pêche en granule. Petit thé instantané. Et Très toi? bien.
je bois un thé noir citron d'Espagne avec une petite cuillère de miel pour avoir la voix douce. Mais c'est trop marrant parce que l'autre fois, je voulais te dire ça, ça m'a tellement fait rire. En fait, j'aime trop le thé, mais le seul thé que j'ai du mal à boire, c'est le thé noir. Très Mais, drôle, je sais. mais moi aussi, le thé noir, normalement, ça me donne des Ouais. palpites. Oui, Je c'est bois pire que le café pour moi. Ouais, donc je bois toujours ça avec parcimonie. Je suis plutôt thé vert, thé blanc, infusion. Mon thé Oui, préféré, c'est le thé blanc. Et après, ouais, toutes c'est sortes trop bon. d'infusions. Le thé blanc, c'est un peu fruité. Mais bon, on divague. Non, Euh, continue avec le thé blanc, parce que déjà, non seulement c'est parfumé, donc c'est super en parfum, c'est super dans les bougies, et en plus, c'est délicieux. Franchement, le thé blanc, c'est super. mhm. Voilà. Mais Mais donc non, là, je mais fais parce qu'il y thé a noir, quelques quoi. jours, j'ai bu un thé noir, en fait, et j'ai pas réussi à dormir, et j'étais morte de rire. Je disais, mais le thé noir, c'est fort, hein. Et mon mari était mort de rire, parce qu'il arrêtait pas de dire, mais change de nom de ton podcast. C'est la honte. Non, mais bon, il faut... Moi, j'ai une copine qui boit du thé fumé, qui m'a fait goûter, et comme pour le thé noir, j'ai senti mon cœur qui s'emballait, et j'ai dit, ouais, Ouh. non, je sais pas. Mais Waouh. peut-être que je vais continuer mes explorations, mais Ouais, 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 ouais. mon obsession pour l'instant, elle est dans la vaisselle, dans les casseroles. Je peux pas avoir deux obsessions qui coexistent, c'est Il faut aller chercher énergivore des belles et pièces ici. Super. C'est voilà. bon à savoir. Donc, dans cet épisode, comme l'a dit Ndaya, on va parler des femmes qui changent la science, qui changent le monde. La science, la santé, un impact mondial, global. Pourquoi ? Parce que on s'est rendu compte qu'en grandissant, nos idoles sont toujours les personnes qui sont proches de nous, sont les personnes qui nous donnent envie de faire quelque chose. Euh, je l'ai dit dans plusieurs épisodes, j'ai beaucoup de membres de ma famille qui sont médecins ou qui évoluent dans le domaine médical. Et donc, du coup, en grandissant, forcément, tu te dis, ah ben moi aussi, je vais être docteur. Petit clin d'œil à ma marraine, qui est une femme extraordinaire, qui est la première femme chirurgienne de la RDC. C'est Applaudissez vraiment. franchement, et c'est une femme incroyable, exceptionnelle, tu pourrais pas croire. Elle a pas du tout la grosse tête. Alors elle devrait. Incroyable. Franchement, Elle elle devrait. devrait, ouais. Non pas qu'il n'y avait pas de femmes médecins en RDC avant, mais des chirurgiennes, il n'y en avait pas. Elle a un parcours qui est impressionnant, je trouve. Et je me dis qu'il faut prendre le temps de parler avec ses aînés. Parce que les héros sont pas... Et les héroïnes, pardon. Je vais bien dire héroïnes parce qu'on parle de femmes aujourd'hui. Ce ne sont pas toujours des personnes que vous allez voir à la télé. Il y a des personnes qui sont des héroïnes dans votre quotidien. Ça peut être votre conseillère bancaire qui vous donne toujours les bons astuces et les bons tuyaux pour aller jusqu'à votre objectif. Ça peut être une professeure lors de votre parcours scolaire. Moi, je me souviens très bien de ma prof de français quand je suis arrivée en 6e et ma prof de physique-chimie quand j'étais en 4e. Je pense que j'ai beaucoup plus apprécié ces matières et que ça m'a donné une nouvelle vision sur ces matières en les ayant dans mon parcours, et je me dis que c'est incroyable. En fait, à chaque étape de ma vie, il y a des personnes qui m'ont plus marqué que d'autres, et je trouve ça toujours important de parler avec nos aînés, parce que c'est comme ça qu'on peut aussi apprendre des choses. Ndaya l'a dit aussi par rapport à sa mère, où elle, en fait, en grandissant et en passant du temps avec sa mère et en discutant avec sa mère, elle découvre beaucoup de choses sur cette femme qui l'a élevée. Et on pense toujours connaître nos parents, par exemple, mais je sais pas si on connaît vraiment bien leur histoire, puisque on ne sait de leur histoire que ce qu'ils nous ont raconté. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que on parle toujours de représentation quand on vit dans des pays d'Occident. Et je parle pas des États-Unis, parce que je trouve que c'est encore assez différent. Parce que la culture afro-américaine, je dirais qu'elle est plus forte et qu'elle se mélange plus. J'ai l'impression qu'elle fait plus partie de leur quotidien. Et quand tu es en Afrique, tu as aussi forcément t'as des tas d'exemples devant toi. Mais pour nous, en tout cas, et je ne parle qu'en mon nom, peut-être que vous n'avez pas le même ressenti, mais je n'ai pas eu, autre que les icônes afro-américaines, d'exemples de femmes noires du continent qui ont accompli des grandes choses. Bon, bien sûr, ma marraine, parce que c'est ma marraine, mais j'ai pas
Ouais. élevées avec ça. J'ai l'histoire de Kim On va dire que Pavita. dans la culture commune, c'est vrai que elles sont facilement reléguées au second plan, en fait. C'est Je suis ça. d'accord avec toi. C'est toujours les Afro-Américaines qui seront mises en avant. Oui, on va vous parler de Rosa Parks. On va notamment vous parler aussi de Katherine Johnson, la mathématicienne qui était à la NASA. Et on en a aussi énormément parlé parce que c'est une des personnes qui est mise en lumière grâce au film Les Figures de l'ombre. Donc Oui. ça permet de mettre la lumière sur certaines choses. Et dans cet épisode, parce qu'on sait que sur notre continent, il y a beaucoup, mais beaucoup, beaucoup de femmes incroyables, intelligentes et qui font bouger les choses malgré les difficultés qu'elles peuvent rencontrer. On voulait vous parler de quelques histoires de ces femmes qui changent les choses sur les continents. Donc, Yes! Story time! Je suis prête. oui, time. Je vais d'abord vous parler de Faith Osier. Je ne sais pas si vous connaissez Faith Osier. Non, j'ai jamais entendu ce nom. C'est une immunologiste kenyane qui est reconnue mondialement pour ses travaux sur le paludisme. Pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est le paludisme, c'est une des maladies infectieuses les plus meurtrières d'Afrique. C'est-à-dire que c'est la malaria, c'est transmis par les moustiques. Quand nous, occidentaux, nous allons dans certains pays qui sont propices au développement de cette maladie, on nous demande de prendre le Lariam, la Malarone, etc. pour nous protéger. Et c'est quelque chose qui fait partie de leur quotidien. C'est un peu, si je vulgarise, la grippe d'Afrique. Sauf que, en étant maltraitée, cette maladie peut avoir des effets neurologiques irrévocables. Irréversible. Irréversibles, pardon. Irréversible, c'est le bon mot. Et ça peut tuer des personnes également. Et donc, du coup, d'avoir cette femme qui travaille là-dessus, elle est médecin de formation. Et quand vous faites des études de médecine, vous pouvez vous orienter vers la chirurgie, vers la médecine en tant que telle, donc les cas cliniques, ou alors vous pouvez aller faire la recherche. Et elle s'est orientée rapidement vers la recherche pour essayer de comprendre en fait comment le système immunitaire répond naturellement aux parasites du paludisme. Et en fait, elle concentre toute sa recherche sur les mécanismes par lesquels, en fait, certaines personnes développent une immunité partielle. Parce qu'on s'est aussi rendu compte qu'il y a des personnes qui peuvent être piquées par les moustiques, qui n'attrapent pas le palu ou qui l'attrapent moins fort que d'autres personnes. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Je vais faire un parallèle. Je pense qu'on en a parlé dans un épisode de la fin de l'année dernière, quand on a abordé le VIH et le sida, où il y a des personnes qui peuvent être exposées à plusieurs reprises au virus. Ils ne l'attrapent pas. Et d'autres personnes, une seule exposition suffit. Il y a des choses comme ça, des mystères de la nature. Et en fait, ces recherches lui ont permis d'obtenir une connaissance essentielle pour essayer de mettre en place des vaccins ultra efficaces. Et ce qui a beaucoup... et ce qu'on voit beaucoup dans la médecine, c'est que la prévention... c'est ce qu'il y a peut-être de mieux plutôt que la cure. Bien sûr, c'est toujours bien de trouver une cure à une maladie, de trouver une façon d'enlever un appendice pour que la personne puisse survivre, etc. Mais ce qui est vraiment... Sûr, parce que ce serait idéal qu'il y ait un vaccin en fait, contre le palu qu'on prend en prévention pour tout le monde et on sait qu'on ne va jamais l'attraper si on se fait piquer. Ça n'existe pas, ça ? Ben, en fait, c'est justement les travaux qui sont faits maintenant parce que ça touche des millions et des millions de personnes. Je sais même pas combien ça touche de personnes exactement, mais c'est un truc, c'est énorme. C'est le plus meurtrier dans tout le continent, j'imagine. Ouais, pas les proportions. Ouais. C'est vraiment énorme. Et en fait, ce que j'apprécie dans son parcours, c'est que elle a quand même commencé au Kenya, ce qui fait qu'on a quand même des cerveaux. Là, on va nous appeler les pays du tiers-monde, mais on a des cerveaux. Et ensuite, elle a poursuivi sa carrière académique à l'international, notamment à l'université d'Oxford. Et Oxford, pour les gens qui s'intéressent à ce genre de choses, c'est pas une petite université. Ça fait partie des meilleures universités du monde. En fait, quand ils font le classement des universités où il faut aller, Harvard, Oxford, tout ça, ça fait partie de celles qui sont le plus citées, quoi.
Et ce que j'apprécie aussi, c'est que au-delà de montrer, au-delà de la recherche et de montrer, en fait, elle montre son leadership dans le domaine parce qu'elle fait partie des experts de ce domaine. Et elle s'engage activement pour tout ce qui est recherche sur les maladies qui touchent l'Afrique. Et elle s'implique vraiment pour que ça vienne du continent et pas de l'extérieur. Parce qu'il y a ça aussi, c'est que quand il y a des recherches sur certaines maladies, il y a beaucoup le regard de « Ah bah nous, on va être dans notre labo ici à Genève et on va vous dire quoi faire là-bas. » Sauf qu'il y a des réalités terrain qu'on ne peut pas négliger. C'est vrai. Et j'ai aussi cru comprendre que quand tu fais de la recherche, par exemple, quand tu fais de la recherche en tant qu'universitaire, bien, toutes les avancées, toutes les découvertes que tu vas faire, elles seront, c'est l'université qui sera accréditée. Donc le fait qu'elles veulent vraiment se centrer sur le continent africain aussi, ça a cette importance-là. C'est que si demain on lui propose une bourse pour aller faire de la recherche ailleurs, en Europe, en Asie, en Amérique, ça veut dire que tout le crédit reviendra au pays dans lequel elle a travaillé aussi. Oui, mais du coup, comme elle est tellement reconnue mondialement, en fait, les gens ont conscience en fait, qu'elle fait le lien entre deux mondes. Et le fait qu'elle ait été aussi vocale sur l'importance de faire des recherches en Afrique, l'importance de considérer en fait, ce facteur qu'on ne maîtrise pas forcément quand on fait les recherches de l'extérieur. Dans un laboratoire, on peut toujours reconstruire... Oui, je vais dire reconstruire. Je parle très mal aujourd'hui, je suis navrée. It's okay. On peut toujours, tu vois, te mettre en condition de... en fait, en Arizona, il fait 40 degrés à 8h du matin avec tel taux d'humidité, tout ça, tu peux le reconstruire dans un laboratoire. Mais bizarrement, tout ce que tu fais dans le laboratoire, quand tu vas le faire en situation réelle, ça va peut-être pas avoir les mêmes effets. C'est pour ça qu'il faut avoir beaucoup de tests, beaucoup de choses pour beaucoup de choses, tu peux te mettre dans l'écosystème, tu peux recréer l'écosystème, mais il suffit qu'il y ait une petite chose qui change, ça peut tout changer. Et aussi... c'est un travail vraiment minutieux, quoi. Tous les paramètres sont à prendre en compte. On peut tous les en fait. Ouais, c'est ça que j'aime dans la science, c'est que si on te dit A, c'est A. Ça peut pas être B, ça peut pas être C. C'est A avec version... A alpha, version A bêta, version A oméga. Enfin, il y a des variantes en fait, mais globalement la règle c'est ça. Bien sûr, il y a toujours des exceptions. Mais si on te dit quand tu sors les cheveux mouillés de la piscine, tu peux attraper un rhume. Quand tu sors de la piscine les cheveux mouillés, tu peux attraper un rhume. Tu vas pas attraper une gastro-entérite. Tu attrapes une gastro-entérite parce que tu as été en contact d'une personne qui avait le virus. Bref. Et aussi, ce que je voulais dire là-dessus, c'est que en considérant le fait que l'Afrique, dans son ensemble, a sa capacité de recherche, etc., dans la recherche, ça aide beaucoup parce qu'il y a un facteur accès aux soins, accès aux vaccins, un facteur économique ultra important. En France, en Europe, tu es malade, tu vas te faire vacciner. On a tous les calendriers de vaccination qu'on a suivis régulièrement. On va chez le médecin, on se fait vacciner, etc. Moi, je me souviens de la campagne qu'il y avait eu pour le cancer du col de l'utérus. Tout était très, très normé, très réglé. Bon, voilà, vous prenez votre enfant, vous l'emmenez, c'est bon, c'est réglé. Voici les conditions, blablabla. En Afrique, et on l'a déjà évoqué dans plusieurs épisodes, c'est que même si on peut reconnaître l'importance et la valeur de la science, il y a toujours le côté traditionnel, le côté religieux qui rentre en cause. C'est aussi le cas en Europe. Hein. Le côté religieux, je pense que pour certaines choses, empêche l'accès à certains soins à certaines femmes parce qu'il y a un aspect religieux. Mais en Afrique, vous avez la science qui coexiste avec la religion et avec la tradition. Et quand je dis tradition, c'est c'est pas juste le fait de dire quand on doit dire bonjour d'une certaine façon, etc. Non, les médecines traditionnelles. Voilà, je vais plutôt préciser les médecines traditionnelles. Et donc, quand vous faites vos recherches, vous devez avoir, je pense, en tout cas, de mon point de vue, je ne suis pas chercheuse, avoir tout ça en tête.
Et de se dire que si on veut éradiquer telle maladie, dans le cas précis ici, le palu, il faut prendre en considération le fait que, voilà, donc il y a la capitale, il y a à peu près tant de médecins. Si on doit vacciner tant de personnes, ça va coûter tant. Ensuite, il faut aller jusque dans les villages, l'état des routes, le fait que les gens n'ont pas forcément l'argent pour, est-ce qu'on négocie un budget avec l'État, etc., etc. Donc, et aussi aller vers le truc de, en fait, il faut aussi éduquer les gens sur certaines choses. Et je trouve ça d'autant plus complexe, et je trouve ça merveilleux, en fait, qu'il y ait des gens qui fassent ce travail-là, qui se donnent ce mal-là, parce que, comme je disais tout à l'heure, prévenir, c'est guérir. C'est éviter un nombre incalculable de complications et de problèmes. Et généralement, on s'est rendu compte que, oui, ça coûte cher les campagnes de prévention, mais ça coûte toujours moins cher que de faire des campagnes de guérison. C'est vrai. Donc voilà, je voulais parler de cette femme qui, pour moi, fait un travail c'est trop beau. incroyable. Ouais. Qui, je sais pas, tu vois, des gens comme ça, si tu cherches pas sur internet, comment tu vas connaître cette personne? C'est ça que je trouve vraiment dommage, en fait, avec tout ce que tu as raconté. Et en fait, c'est vrai, elle devrait avoir une place centrale, en fait, quand on parle de l'histoire des femmes, quand on veut célébrer les avancées qui sont faites sur le continent et tout. C'est vrai, elle devrait être mise en avant, complètement. Je suis d'accord. Franchement, je trouve que c'est intéressant parce que tu as cette... tu as une meilleure lecture des informations qui sont liées au milieu médical, etc. Et moi, je pensais, en fait, en préparation de l'épisode, j'essayais de réfléchir à comment, à quel moment, en fait, j'ai été intéressée par la science, par le médical. Et je pense que c'est lié à mon apprentissage, en fait, de l'histoire noire. Je mets beaucoup de guillemets, parce qu'il n'y a pas qu'une seule histoire, mais bref. À apprendre vraiment l'histoire, à comprendre le racisme, à comprendre comment le colonialisme prend ses racines partout. Et en fait, quand tu regardes l'histoire de la science, quand tu regardes l'histoire de la médecine, tu trouves énormément d'exemples. Et moi, un exemple qui m'a radicalisée très tôt, je pense que c'est une des premières histoires que j'ai vraiment appris sur la médecine, c'est la naissance de la gynécologie comme domaine. Et ouais, ça fait très mal. Ça fait très très mal comme histoire. Pas. Et si, malheureusement, je peux en parler. Et je pense que c'est important parce que franchement, des fois, tu sais, ça t'arrive de connaître des histoires comme ça qui, pour moi, sont essentielles à connaître. Sinon, si on n'y prête pas attention, en fait, c'est comme ça que l'histoire se répète sous nos yeux. Dans 50 ans, dans 100 ans, dans 200 ans. Et je suis sûre que je vais en parler là dans le podcast et il y a des personnes qui en auront jamais entendu parler. Donc ça va faire très mal à entendre, mais on va devoir l'écouter. Et en fait, il y a un monsieur qui s'appelle Marion Sims, qui est constamment appelé comme le père de la gynécologie. C'est un docteur qui, début 19e, profitait en fait du fait qu'il y avait des femmes noires esclaves pour les utiliser comme cobayes en fait et pour tenter des opérations sur ces femmes. Moi, je me rappelle que quand on nous apprenait ça, on nous apprenait que le mec profitait du fait que les femmes noires n'étaient pas vraiment considérées comme des humains, elles étaient considérées comme sous-humains. Donc, on travaillait sur leur corps, etc., pour comprendre comment fonctionnait l'appareil reproductif, l'appareil génital des femmes. Et pour moi, c'est digne d'un film d'horreur parce que ces femmes, en fait, sur lesquelles on faisait des opérations, elles disposaient d'aucun type d'anesthésie. Et il s'agissait vraiment d'un truc barbare, en fait, où tu es vraiment en train d'expérimenter et d'explorer dans le corps de quelqu'un pour pouvoir créer toute une science, justement, et des théories sur le fonctionnement de nos corps. Ce que j'ai appris, par contre, récemment, parce qu'en fait, moi, on m'a toujours raconté... Je trouve que dans toutes les histoires où j'entendais parler de ce chapitre, c'était très vague. Et récemment, je suis tombée sur un article qui déjà nommait des femmes qui ont subi ces opérations. Et je trouve que ça, c'est important, tu vois, au lieu de dire qu'il y avait un père de la gynécologie, c'est important de nommer ces femmes et de dire que c'était plutôt elles, en fait, les mères de la gynécologie, parce qu'elles ont fait le sacrifice de leur corps. Donc, il y en a 3 qui s'appellent Anarcha, Betsy et Lucie. Et ces femmes-là,
d'après les écrits qu'il y a eu sur ce docteur, etc., elles auraient subi plus de 30 opérations en l'espace de juste 4 années. 4 années de recherche. Et pour moi, en fait, c'est important d'utiliser vraiment ce récit comme point de départ sur la discrimination qu'il y a dans le milieu médical. Jusqu'à aujourd'hui, on le sait, il y a beaucoup de discrimination raciste. Je pense qu'à cause de cette histoire, jusqu'à aujourd'hui, on continue à penser qu'une femme noire supporte mieux la douleur. Et on va se rendre compte que, consciemment ou inconsciemment, il y a beaucoup de personnes dans le corps médical qui vont être moins bienveillants face à la souffrance d'une femme noire et qui vont être beaucoup plus avenants face à la souffrance d'une personne d'une autre ethnie. Et il y a une deuxième histoire, ça c'est vraiment les deux histoires qui m'ont le plus marquée, donc je voulais les partager. C'est notamment l'histoire de Henrietta Lacks. Je suis sûre que tu la connais, Néné. Et Henrietta Lacks, en fait, c'est une femme afro-américaine qui, dans les années 50, est décédée d'un cancer du col de l'utérus. Et quand elle décède, pendant son autopsie, on lui a prélevé en fait des cellules cancéreuses pour les étudier. À l'époque, ça a été fait sans le consentement de la famille. Et il faut savoir que dans les années 50, ça se faisait souvent comme ça. Il n'y avait pas d'histoire de consentement de la famille pour prélever des choses, etc. sur les cadavres. Mais pendant l'étude de ces cellules cancéreuses, en fait, on découvrira que les cellules de cette dame ont une manière extrêmement rapide de se reproduire. Et tellement rapide qu'elles ont été qualifiées de presque immortelles. Et c'est comme ça qu'est née la cellule souche HeLa, donc H-E-L-A, qui jusqu'à ce jour, tenez-vous bien, à ce jour, cette cellule souche a été utilisée dans plus de 100 000 études différentes. En génétique, en virologie, en recherche contre le cancer, plus de 100 000 études. Non, mais c'est fou. Donc, franchement, cette histoire, jusqu'à aujourd'hui, pour moi, c'est... tu sais, c'est une sorte de crossover entre science-fiction, film d'horreur, fantastique, tout à la fois. Tu sais, quand j'entends la phrase « Black Girl Magic », pour moi, c'est vraiment des choses comme ça, en fait. Je pense à des choses comme ça où je me dis que, d'un côté, les personnes qui ont fait ces choses-là ont conscience qu'il y a quelque chose de vraiment particulier à rechercher chez la femme noire. Mais parallèlement, en fait, toutes ces recherches, elles sont faites au détriment des femmes noires et pour l'avancement d'autres communautés. Donc, il faut savoir qu'à ce jour, la famille Lacks, parce qu'elle a des descendants, n'a jamais reçu le moindre dédommagement pour l'utilisation illégale de ces cellules sur maintenant, on va sur presque 100 ans. L'utilisation de ces cellules ont permis d'incroyables avancées scientifiques et elles ont officiellement été reconnues plus de 60 ans après sa mort. Et pour moi, quand tu penses à ces deux récits, c'est encore plus rageant de voir que les femmes noires, elles sont tout le temps pénalisées dans le domaine médical, en fait. Ça veut dire qu'on exploite nos corps, mais on va tout le temps nier notre accès à des soins adaptés. Et en fait, pour moi, c'est la définition même de la déshumanisation, en fait. Parce que ça veut dire que la place qu'on a dans la science, c'est quoi ? C'est juste une place de cobaye. Moi, c'est toujours comme ça que je regarderais d'un mauvais œil, en fait, quand on nous parle des industries pharmaceutiques qui viennent proposer de tester des versions bêta d'un médicament. Tu sais, quand il y a eu toute la vague du Covid, d'un coup, il y a des gens qui disaient « Ah, on a trouvé une version bêta d'un vaccin et on aimerait les tester en Afrique. » Donc, pour moi, jusqu'à ce jour, il y a vraiment ce côté très discriminant. On continue à voir les personnes noires comme un laboratoire à ciel ouvert, en fait. Et malheureusement, des histoires comme ça, il y en a des centaines. Moi, je ne les connais pas toutes, mais quand je pense à la gynécologie, donc je pense à ce docteur, la docteur Sims, je pense à Henrietta Lacks, je pense à la femme qui a créé le planning familial, qui au final était tout un outil de coercition pour contrôler la nativité des personnes non blanches. Je pense aussi au père de la dermatologie. D'ailleurs, je vous invite à regarder une vidéo que la Fée Skincare a fait sur son compte Instagram, où elle explique vraiment toute l'histoire du père, entre guillemets, de la dermatologie et comment il a profité du système carcéral pour faire ses tests,
En Bien fait, sûr. il est parti s'installer dans une prison et a commencé à travailler sur des détenus, en fait, et à leur faire tester des procédés chimiques sur leur peau. Ils se sont retrouvés avec des conséquences incroyables, etc. Bref, en fait, si tu recherches l'histoire de la médecine, malheureusement, ça fait très très mal. Tu vas toujours retrouver un fond d'eugénisme et d'exploitation de nos corps. Ouais. Ouais. Voilà. Et c'est pour ça que je trouve que c'est important d'avoir des gens dans des domaines différents qui nous ressemblent. Parce que on aura beau dire, tu vas faire les choses un peu différemment. Ça peut être très très bête, mais on a tous des biais dans nos vies, qu'on en ait conscience ou pas. Tu sais, tu vas voir une vieille dame galérer à porter son caddie. Moi, je vois une vieille dame noire galérer à porter son caddie. Je vais penser à ma grand-mère, je lui dis, est-ce que vous voulez que je vous aide ? Ça m'est arrivé encore il n'y a pas longtemps dans le train. Enfin, tu vois une vieille dame qui a 2 énormes valises. Elle était... je pense qu'elle était maghrébine. Tu la vois qui galère et tu sens qu'elle n'arrive pas. Enfin, je lui dis, est-ce que vous voulez que je vous aide à descendre vos valises ? Elle m'a dit, mais merci ma fille, c'est trop gentil. Elle m'a envoyé des bisous après. Mais je descendu 5 marches. Ouais, je vois très bien ce que tu veux dire. Tu dis 5 Moi, en marches général, de train. quand j'aide les gens comme ça, c'est pas en me disant, ouais, ça pourrait être ma grand-mère, mais je me dis plus, je suis persuadée qu'il y a moins de gens qui seraient prêts à l'aider elle, donc je vais l'aider. Et après, quand je regarde des vieilles blanches, je me dis, j'ai envie de l'aider, mais je sais pas si elle a voté pour le RN. Non mais tu vois, en fait, c'est ce genre de truc qui fait que tu vas aller, même tu vas chez le médecin ou quoi que ce soit, tu te dis peut-être que lui va plus comprendre. Et c'est pas parce qu'on ne pense pas que tout le monde est incompétent, parce qu'on pense que tout le monde est incompétent, c'est pas que tout le monde est incompétent, c'est juste que y a certaines choses que certaines communautés peuvent comprendre. Le fait de vivre dans un environnement principalement caucasien, pour une personne qui n'est pas caucasienne, ça ne va pas forcément tilter de se dire « Oh bah non, mais c'est rien, c'est pas grave ». Mais pour une personne comme moi, qui suis une femme noire ayant grandi en Occident, qui aime voyager, il y a des voyages que je fais, je les prépare différemment. Alors qu'une autre personne va juste se dire « Ah bah non, mais c'est bon, je prends mon sac, on y va, c'est rien », tu vois. C'est des conversations qui sont pas toujours très agréables à avoir, mais moi je connais mes biais, en tout cas de ce point de vue là. Si je vois une vieille personne noire ou une personne de ma carnation qui a besoin de quelque chose, j'aurais toujours tendance à vouloir l'aider. Ça c'est mon biais, parce que je me dis qu'il y a potentiellement peu de personnes qui vont l'aider, et je me dis bah peut-être qu'il y a personne qui peut la comprendre, moi je peux comprendre ce que c'est. Après, moi, je suis absolument d'accord avec toi. Hein. On a tous des biais, etc. Ça, c'est évident. Par contre, la différence, c'est que les biais que toi, tu peux avoir, ça va être sur des choses comme ça qui vont pas avoir une incidence aussi lourde que des personnes qui peuvent avoir des biais qui vont causer la mort de patients, tu vois. Donc, c'est vraiment important de les dénoncer dans ce sens-là. Parce que le but n'est pas le même, l'incidence n'est pas la même. Oui, bah, j'ai un exemple qui s'est passé récemment au travail. J'ai un de mes collègues qui a été hospitalisé et suspicion de dengue. Donc, pour les personnes qui ne savent pas, la dengue, c'est une maladie que tu peux attraper dans des environnements tropicaux, notamment les Antilles et les Caraïbes. Cette personne est d'apparence caucasienne. Et en fait, je sais pas, le médecin il lui pose plein de questions pour essayer de comprendre pourquoi il avait de la fièvre. Enfin, tu fais diagnostic différentiel. Ah, mais ceci, cela, machin, etc. Et à un moment donné, il remarque que ce garçon a un petit peu bronzé. Il dit, mais vous êtes bronzé comme ça naturellement ou pas ? Il dit, bah non, en fait, je suis pas bronzé comme ça naturellement, je reviens de vacances. Ah, vous étiez où ? Ah, bah j'étais... il était parti... parce que sa famille s'est installée à Saint-Barth. Donc il dit, bah, j'étais partie voir ma famille à Saint-Barth. Et donc du coup, tout de suite, le médecin a dit, attends, on va scanner pour les maladies tropicales. Et c'est comme ça le médecin, il a plutôt vu, ah, mais ce mec, ce gosse de riche qui va à Saint-Barth pour les vacances de Noël, il va faire la fiesta avec tous ses potes. Mais non, pas du tout. Il est juste parti rendre visite à sa famille parce que sa famille vit là-bas et que lui a grandi là-bas et que je crois même qu'il est né là-bas. Du coup, le médecin n'a pas pensé à tel type de maladie. De la même façon qu'on a déjà parlé du fait que la varicelle sur une peau noire ne va peut-être pas certainement pas se présenter de la même façon que sur une personne blanche. Et il y avait cet étudiant en médecine anglais, il me semble,
qui avait fait tout un book de toutes les maladies cutanées en mettant leur... comment elles se révélaient sur les peaux noires. Oui. Et quand oui, tu comparais les peaux noires et les peaux blanches, tu peux avoir des choses complètement différentes. Mais si tu n'es pas éduqué dessus, tu peux pas savoir. Et les livres de médecine, malheureusement, il y a certains qui vont aller voir certains types de carnations, mais il y a principalement un type de carnation dans les livres de médecine. Oui, j'ai vu que d'ailleurs, parce que là, tu mentionnes la personne qui a créé un livre qui permet de voir les différentes maladies, comment elles se présentent sur la peau, etc. Et j'ai vu aussi une personne qui avait retravaillé un manuel d'SVT, je pense, où tu voyais, tu sais, on a droit à toujours cette image d'une découpe où on peut voir en fait comment ça se présente une grossesse chez une femme, et tu vois qu'en fait la femme elle a la peau noire et tu vois le bébé à l'intérieur qui a la peau noire, et en fait c'est tellement bête, mais toutes ces petites représentations, ça fait toute la différence en fait, ça fait vraiment toute la différence. Et quand tu vois ce genre de choses, tu te dis mais c'est tellement bête, mais c'est une fois que tu te rends compte que dans toutes ces choses là il n'y avait aucune diversité, on avait toujours l'impression d'être effacé, que je me dis, bah oui, en fait, c'est normal, en fait. C'est tout à fait normal. Oui, c'est des trucs, parce que quand tu donnes les symptômes d'une maladie, les lèvres vont devenir bleues. Moi, je peux avoir la maladie, mais mes lèvres, elles ne vont pas devenir bleues, en fait. Vraiment, c'est quelque chose, ça ne va pas se voir sur ma peau. Bref, ça fait partie de toutes ces choses où c'est important d'avoir. C'est important, ouais. Mais tu vois, par exemple, en France, c'est pas fait, mais je sais que ici en Angleterre, quand tu fais certains pré-checks, on va dire, en fait, il y a beaucoup de choses sur lesquelles où tu dois remplir des formulaires en ligne avant de savoir si tu dois contacter le service des urgences ou si tu dois contacter un généraliste. Et pour beaucoup de choses, justement, moi, ça m'est déjà arrivé de remplir des trucs pour les enfants où on me demande est-ce que l'enfant a des marques de telle manière, et puis c'est toujours écrit si votre enfant a la peau noire, ça va se présenter de cette manière. Et ça fait tellement la différence, surtout quand tu sais que tu fais une évaluation, une auto-évaluation avec quelqu'un qui a aucune éducation médicale. C'est trop important d'avoir toutes ces informations aussitôt et de manière aussi générique. Oui, ça fait partie de la base, tu sais. En fait, chaque peau a des particularités, que ce soit la peau asiatique, la peau africaine, la peau maghrébine, arabe, la peau latino. Enfin, là, je dis vraiment comme ça de manière très vulgaire, mais en fait, il y a des choses qui sont spécifiques à chaque personne et à chaque groupe, en fait. Donc, c'est pour ça que c'est toujours important d'avoir des personnes qui nous ressemblent dans des milieux où nos vies peuvent rentrer en jeu, quoi. Là, je voudrais vous parler pour faire le pont entre ce qu'on a dit avant et maintenant, de Segenet Kelemou, je pense que ça se prononce comme ça, qui est une personne qui s'occupe de la sécurité alimentaire mondiale. Donc, elle a fait ses études et sa recherche aux États-Unis et en Amérique latine. Et ensuite, au bout d'un moment, et c'est ce que je disais précédemment, elle s'est dit, mais si je travaille sur l'Afrique, autant rentrer en Afrique pour continuer mes recherches et mon travail. C'est donc ce qu'elle a fait, et elle a dirigé des centres scientifiques. Elle a fait notamment, elle a été au Bioscience Eastern and Central Africa Hub, et ensuite elle est devenue directrice générale de l'International Center of Insect Physiology and Ecology. Blablabla, tout ça c'est très beau. Grosso modo, c'est quoi son travail ? En fait, elle a renforcé les capacités scientifiques africaines et elle a soutenu des innovations concrètes pour améliorer le rendement agricole et la nutrition. Pourquoi ? Tout le monde sait qu'il y a un gros problème de nutrition en Afrique, il y a beaucoup de malnutrition. Nous sommes de culture agricole. Il y a beaucoup de... Je pense que n'importe qui, tu peux leur demander, il y a forcément un fermier, quelqu'un qui avait des bananiers, des manguiers, qui faisait le champ dans sa famille. Et tout le monde n'a pas des business
il n'y a pas que des business Ouais, tout le monde n'est pas en crypto. Oui, ok. Voilà. Voilà ce que j'essaye de dire. J'ai vraiment du mal aujourd'hui à parler, c'est très compliqué. Mais grosso modo, en fait, elle s'est dit, mais en fait, moi, ma recherche, elle va se porter sur le fait qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent de l'agriculture en Afrique. Il y a parfois des pénuries d'eau. Qu'est-ce qu'on peut faire, en fait, pour améliorer et s'assurer que peu importe les conditions climatiques, peu importe ce qui se passe dans ce pays, dans ce monde, on arrive à obtenir un rendement agricole de qualité, tant sur la quantité de produits qui sort, mais aussi sur la qualité nutritive de ces produits. Excellent. Pour elle, la lutte contre la pauvreté, ça commence d'abord par l'accès à une alimentation suffisante et durable. Et la chose qu'on a beaucoup remarqué, je vais reprendre cet exemple que je prends beaucoup, c'est que à un moment donné, il y avait toute une campagne sur le Nutella en disant que c'était pas bon, qu'il fallait pas consommer de l'huile de palme, que c'était hyper cancérigène, que ça polluait, etc. On en a entendu parler partout. Moi, j'ai grandi avec l'huile de palme. Chez nous, l'huile de palme, ça soigne tout. Moi qui avais des problèmes de peau, on me dit, tu vas mettre de l'huile de palme, ça va aller. T'as un bouton, t'as la peaussage. Excellent. Ouais. Tu vas mettre ça va aller. Et j'ai toujours, quand les gens me parlaient, oui, mais l'huile de palme, c'est pas bon, j'ai dit, vous, comment vous utilisez l'huile de palme, c'est pas bon. Mais moi, je me souviens, ma grand-mère était fermière, agricultrice, si on préfère. Et la façon dont je l'ai vu traiter les fruits, les légumes, le respect des saisons. Quand tu vas au Congo maintenant, quand tu vas au marché, tu as certains produits, à certains moments, tu ne les trouves pas. Parce que c'est pas la saison. Moi, hier, j'avais envie de manger une mangue. Je suis partie au supermarché, j'ai acheté une mangue. Saison, pas saison, j'ai ma mangue. Il y en aura toujours au supermarché, ouais. C'est pareil. Je me suis fait un petit taboulé libanais. J'avais besoin de tomates. On est première semaine de mars. Je suis allée au supermarché, j'ai trouvé des tomates. Ouais. Et tout le monde trouve ça normal d'avoir tous ces produits en permanence. Et je sais que moi, j'essaie de faire un effort pour manger des produits de saison, etc., etc. Et j'ai un petit calendrier, des légumes et fruits de saison, blablabla. Mais il y a des moments flemme parce que tu as envie de faire des recettes et tu as les trucs qui sont là. Surtout parce qu'on est là, je suis désolée, mais en Europe, pommes de terre, carottes, ça va 2 secondes, tu vois. C'est pas la terre la plus riche en variétés, quoi. Donc tu peux privilégier les légumes et fruits de saison, etc. Mais c'est compliqué d'avoir un truc assez varié, assez intéressant, oui, c'est sûr. C'est ça. Et donc, du coup, la différence que je vois quand je vais souvent au Congo, c'est qu'il y a des moments, si je pars au Congo au mois de janvier, je vais trouver tel produit. Je reviens au mois de juillet. Ah, mais j'ai envie de manger ça. Mais non, mais il n'y en a pas, c'est pas la saison. Et tout le monde le sait. Ils vont te regarder comme une folle, genre, tu vois bien qu'on est en juillet, il n'y a pas. Ça n'existe pas. Mais, en fait, c'est fou comment tout le monde sait ça. Genre, non, mais c'est normal, là, si t'as envie de manger une tomate, tu trouveras une tomate nulle part. Moi, je viens avec... Et en fait, nous, on est complètement déréglés parce qu'on sait même pas c'est quoi le cycle des trucs qu'on mange. On n'a aucune idée de quand c'est censé être là, alors qu'eux, ils ont encore cette connaissance. Ils ont encore ce lien. Et là, j'ai l'impression que c'est toujours à nous de nous éduquer. Et en fait, Ségéné Kéléou, comme elle a fait aussi de la biologie moléculaire, etc., elle a essayé de relier un peu toutes ses connaissances en biomoléculaire, en agriculture, politique de développement, etc. Et elle s'est dit, je vais en faire un levier pour la transformation sociale. Elle s'est dit que grâce à la recherche scientifique et son ancrage dans la réalité, elle peut répondre à des défis que tout le monde connaît contre la faim, la sécurité alimentaire, etc. Parce qu'il y a aussi, c'est pas juste le fait d'avoir à manger, c'est la qualité des produits qu'on mange. Et pour revenir à mon exemple sur le Nutella, quand tout le monde me faisait campagne de je sais pas quoi, j'ai dit, mais moi je mets toujours un peu d'huile de palme dans mon pondu. Moi, mon huile de palme, elle vient du village, c'est un mec qui est monté, qui a tiré le truc, qui me l'a redescendu, etc. C'est pas transformé comme ça peut être transformé ici. Mais comme ici, c'est ça, mais les gens, ils veulent toujours pas comprendre ça. Ouais. Oui. Et c'est le même débat qu'on peut avoir sur le fait que il faut faire attention, l'écologie, les machins, etc. Mais je suis désolée, vous allez en Afrique, c'est peut-être le continent le plus peuplé, mais c'est sûrement un des continents qui pollue le moins. Je n'ai jamais vu des gens aussi écolos acheter des couches en supermarché. Ils polluent tellement peu qu'ils vendent leurs droits de pollution à d'autres pays. Non, mais tu vois, non, mais vraiment, c'est des trucs... L'écologie, c'est au cœur de notre culture, bah oui.
On a encore toujours la terre à cœur, donc oui, l'écologie, c'est nous, c'est notre identité. C'est ça, moi quand je sors, les boissons, elles sont très souvent servies dans des bouteilles en verre. Et les trucs sont consignés. Ici, et tous ces trucs-là, on les avait en France. Hein. Donc, oui. À un moment donné, en fait, c'est les grosses entreprises, les grosses industries qui ont décidé de changer. Et maintenant, on commence à nous diaboliser en nous disant « Ouais, mais vous faites pas ci, vous faites pas ça. » Je suis désolée, moi, quand j'avais 10 ans, je consignais des bouteilles. Pourquoi on consigne plus les bouteilles, en fait? Donc, Et tu te souviens, mais même dans les films, là, tu voyais les gens qui mettaient leurs bouteilles de lait, le mec qui venait changer les bouteilles de lait, machin, etc. Maintenant, il y a un retour de tout ça parce qu'il faut ranger tous tes trucs, tes pâtes, il faut les mettre dans des pots en verre, tu manges dans des tupperwares, machin. Il ne faut pas prendre du plastique, bref. Ouais. Mais ça m'a vraiment fait rire le truc de l'huile de palme parce que je me rappelle aussi que j'en discutais beaucoup et tout avec les gens où je leur disais mais l'huile de palme que moi j'achète en bouteille que je mets dans mon pondu, elle n'a pas la même incidence que l'huile de palme que toi tu manges en petite dose dans ton pain en tranches. Genre dans une usine, ils récupèrent l'huile de palme sous forme raffinée pour la mettre dans la pâte à pain, etc. Enfin, c'est pas pareil. C'est pas du tout la même huile, c'est pas du tout la même matière première. Ouais. Mais bien entendu, ça a été diabolisé et du coup, il y a de l'huile de palme nulle part. Il y a un autre grain en fait qui a été récupéré. Je crois que c'est canola oil, un truc comme ça qui est utilisé à la place. Mais bon, pareil, il y aura des études qui vont sortir. On va nous dire en fait que la manière dont c'est produit, c'est pas bon. Donc, c'est ça. En fait, on mange des trucs qui sont sur-raffinés, sur-travaillés. Et c'est ça qui fait que c'est pas bénéfique pour nous ou c'est dangereux pour notre santé. C'est pas le produit en soi. C'est ça qui est dérangeant. Bien sûr, bien sûr. Et c'est ça qui est toujours un petit peu... En fait, moi, mon problème avec ça, c'est qu'on va demander à certaines populations de faire des efforts comme si on pouvait pas écouter ce qu'elles avaient à dire parce qu'elles peuvent avoir une certaine connaissance sur certaines choses. Ouais, je trouve que, et ce n'est que l'exemple que j'ai, et c'est là où je vais souvent, et c'est que mon point de comparaison sera toujours celui-là, tant et aussi longtemps que je partage pas autant mon temps dans d'autres pays, mais entre la France et le Congo, moi je consomme beaucoup plus en circuit court au Congo qu'en France. Je sais, en fait, quand je sors, je vais aller au marché, je sais à qui je vais acheter mes fruits, mes légumes, des machins. Je pense que la nana est partie chercher ses fruits et légumes le matin, et elle vient au marché à 7h, et en fait, c'est archi court. Et ça s'arrête là, quoi. Voilà. J'ai pas l'impression... Enfin, je sais que c'est vrai, c'est le circuit le plus court possible, en fait, t'as raison. Franchement, ici, je sais aussi qu'il y a certaines personnes qui vont au marché, etc., mais ça vient de Rungis. Rungis, avant, ça vient... Tu vois, il y a toutes des étapes avant d'avoir ta salade, ta tomate, ton orange, ton machin, etc. Il y a plus... J'ai l'impression qu'on n'a plus ce côté... la ferme, elle est au coin, quoi. La ferme, elle est juste là, on y va, on va chercher... Moi, je me souviens quand j'étais petite, quand ma mère, elle voulait acheter du poulet, il y avait une ferme pas très loin de chez nous, on prenait la voiture, on faisait 10-15 minutes, et le monsieur, il avait ses poux. Ouais, il disait, bah voilà, celle-là, c'est celle qu'on peut manger maintenant. Les autres, là, il faut les laisser grandir. Il faut attendre. Ouais. Voilà, il faut respecter le truc. On avait un petit potager dans le jardin. Je savais que l'été c'était trop bien, j'avais mes fraises, mais tu me voyais pas en plein mois d'octobre me dire j'irais bien chercher une fraise dans le jardin. Bah non, parce qu'au mois d'octobre il y avait d'autres trucs dans le jardin. C'est ça. Bah, tu vois, c'est tellement bête, mais ça me rappelle quand on venait d'emménager ici et je te disais Néné, il y a un cerisier et tout. Et genre, j'étais là, je guettais parce que je voulais savoir c'est quand la saison des cerises, je savais pas. J'ai appris en ayant l'arbre juste là dans le jardin en fait, de vraiment me rendre compte que bah tu vois ça par exemple, c'est un truc qui va donner un fruit une fois dans l'année. Et après il y a plus rien. Donc quand on parle de saison, il faut vraiment en fait, tu peux faire ce que tu veux, je peux dire ce que je veux à cet arbre. Ça va sortir au mois d'avril-mai et puis c'est fini. Et puis après il va te dire bye. Il va dire moi je dors maintenant, laisse-moi tranquille. J'ai trop travaillé là, vous êtes là, vous me saoulez, laissez-moi. Mais c'est intéressant de savoir que c'est donc la biologie moléculaire qui permet de mieux travailler l'agriculture. Oui, parce que tu vas étudier grosso modo comment expliquer ça de façon très très vulgaire. De façon J'allais dire tu vas devoir faire une comparaison footballistique, Néné. Oh là là. Oh là là, c'est très compliqué là. C'est très compliqué. Non, mais grosso modo, c'est pour comprendre comment les choses fonctionnent au niveau de la cellule.
Tu vois, c'est vraiment la mécanique de la cellule et tu lui dis, ah, si on fait ça, ça casse le truc, donc ça produit un truc de moins bonne qualité. Ah, si on fait ça, ça renforce le truc, donc du coup, machin. C'est vraiment... Ok. Et puis, il y a aussi un élément de connaître la terre qu'on travaille, parce que clairement, la terre rouge que moi je vais trouver au Congo, par exemple, elle n'aura pas les mêmes effets que la terre que je vais trouver dans mon jardin à Londres. Alors, ça aussi, c'est intéressant. J'ai un très bon exemple pour illustrer ce propos. Je suis partie avec ma chère Madame Maman, ma marraine et les filles de ma marraine. On s'est fait un week-end entre filles à Reims pour visiter les maisons de champagne. On était très contentes, petit groupe de filles, on était là, on a fait notre petite soirée, notre petit week-end. Et en allant visiter une maison de champagne en particulier, on a visité les vignes, etc. Et je me suis prise d'idée, pourquoi on ne ferait pas un champagne du Congo ? Vous savez que les vins, les machins, etc., il y a des noms d'origine contrôlée, des appellations d'origine contrôlée, donc il faut que ça soit fait sur certaines terres pour que ça puisse porter ce nom-là. Donc ça ne sera pas un champagne, ça sera un mousseux. Et donc, je parle avec la dame qui nous explique les cuves, les machins, les trucs. Bon, bref, je vous passe tous les détails. Mais le truc important qu'elle a dit, c'est que pour les vignes, pour qu'elles donnent bien et ceci et cela, déjà, ça peut prendre 7 ans. Entre le moment où tu plantes tes premières graines et que tu réussis à récolter quelque chose, il faut compter 7 à 10 ans. Wow. Et la deuxième chose qu'elle a dit, si vous voulez implanter des trucs dans un autre pays et créer quelque chose, vous devez avoir une terre argileuse. Parce que les vignes aiment les terres argileuses. Et là, j'étais dit, maintenant, il faut que j'étudie quelque part au Congo où il y aurait de la terre argileuse. Parce que sinon... on n'a que ça, wesh. Ça ne manque pas. Sinon, tu ne peux pas. Et je me suis dit, mais c'est vrai, c'est bête. Je me souvenais de mon oncle, en fait, qui me disait, ah, j'ai essayé de planter mes pommes de terre à tel endroit, mais ça n'a pas pris. Donc, j'ai fait un autre test à tel endroit de mon jardin, c'était mieux. Et je me suis dit, mais c'est Néné, pour ça que road trip. Non, mais en fait, c'est vraiment des petits détails bêtes. Et du coup, dans mon cerveau, ça fait des liens. Je me dis, ah, mais c'est vrai que quand j'avais été dans le sud et que j'avais mangé la tomate là, elle était tellement plus bonne que la tomate que j'ai mangée à la maison dans mon jardin. En fait, tout ça là. Mais oui, tout ça, ça fait du sens. Ça fait t'as vraiment fait, t'étais là-bas et t'as fait Eureka. Eureka. Bon, allez, comment je fais du coup ? Et donc, si ça vous intéresse de créer du mousseux à un autre dans un de vos pays d'origine ou peu importe, il faut que la terre soit argileuse. Et alors, si vous ne voulez pas attendre les 7 à 10 ans, le temps que vos vignes poussent, vous pouvez acheter des pieds de vigne directement que vous allez transplanter dans un autre endroit. Et du coup, l'attente est moins importante avant de lancer votre première production. Mais tu te rends compte comment ce serait un beau cadeau, ça ? Un pied de vigne ? Je t'offre ton pied de vigne et tout. Non, mais c'est un truc de dingue, moi, je serais la plus heureuse. Moi, j'aime les cadeaux simples. Mais même, tu sais, un truc que tu plantes, je sais pas, c'est la naissance de ton gosse et tu dis, bah, à telle date, on plante un truc et tout. Oh, oui, c'est trop beau. Il y a beaucoup de gens qui plantent des arbres, par exemple. Parce que moi, tu vois, quand tu m'as dit le truc de 7 ans à 10 ans, moi, le seul truc sur lequel je me suis toujours dit, je prendrais autant de temps pour le faire, ce serait un bonsaï, parce qu'il paraît que ça pousse toute une vie. Mais ça, là, je savais pas. Voilà. Donc, ma petite connaissance sur le... Je continue de travailler ce projet, il est dans un coin de ma tête. C'est super. Peut-être un jour, vous allez me voir sortir une marque de mousseux congolais, vous allez dire, ah, Néné, on avait parlé dans le podcast. Ça déchire, je te jure. Voilà, donc là, je voudrais vous parler de Tolula Oni, une Nigériane, qui, elle, fait de l'épidémiologie urbaine. Urbaine. Donc, elle est aussi médecin en santé publique, elle est née à Lagos, et elle s'est dit, son idée de base, c'est les villes peuvent nous rendre malades, mais elles peuvent aussi devenir un outil de santé. Donc peut-être qu'elle était dans son bureau en train de réfléchir, elle voyait ses patients, elle s'est dit c'est bizarre, les gens qui viennent de telle zone, ils ont beaucoup ça. Les gens qui viennent de telle zone, ils ont beaucoup ça. Et puis elle a commencé à écrire son slogan là. Non, le slogan il est trop stylé. Voilà. Donc elle a évidemment été formée en médecine et en épidémiologie, mais elle s'est spécialisée dans l'étude des liens entre l'urbanisation, le mode de vie, les maladies, notamment les maladies chroniques non transmissibles. Attends, je suis désolée, je veux juste faire une parenthèse, mais t'imagines, t'as des amis comme ça dans ton entourage ? Parce que depuis, t'es en train de citer des nanas, je me dis, imagine, t'es là, c'est genre dans ton groupe de copines,
Ouais. T'as une pote, elle fait de la biologie moléculaire, t'en as une autre, elle te dit, ouais, en ce moment, j'étudie telle ville pour comprendre quel est le lien entre l'asthme et machin. Enfin, c'est pas un truc de dingue, ça? C'est pour ça que je vous invite, parce que on a beaucoup vu ça sur les réseaux sociaux, où vous faites des dîners entre amis et chacun fait un PowerPoint de ce que fait l'autre comme travail. Et vous allez découvrir des choses. Moi, je découvre le travail de mes amis chaque jour. Chaque jour. Imagine, on fait ça, on fait un événement du thé noir comme ça. Franchement, toutes les invités, elles viennent, elles font un PowerPoint sur leur vie, sur leur métier. Trois slides. Voilà mon taf, voilà ce que ça veut dire, voilà mon quotidien. Venez, si ça vous... On a des amis, peut-être on est là, on est néglige, on sait pas ce qu'elles font, alors qu'en fait c'est des têtes. Mais regarde, moi je regardais ma marraine avec des yeux d'amour parce que c'était ma marraine, mais je savais pas ce qu'elle avait fait dans sa life. Tu vois ? Donc non seulement c'était ta marraine d'amour, mais en plus c'est quelqu'un. C'est quelqu'un. Et en plus j'ai appris ça au détour d'une conversation, comme si je t'avais demandé, est-ce que tu peux me passer une bouteille d'eau ? Je l'ai regardée, j'ai dit mais... Ah oui, parce qu'elle a présenté à une conférence, je sais plus pourquoi je lui parlais, mais c'est ma marraine, j'ai le droit de lui parler. Et elle me dit, ah oui, au fait, aujourd'hui, j'ai fait la présentation de machin, et elle m'envoie une photo d'elle. J'ai dit, mais, madame... Ah oui, ça c'est quand j'ai reçu le prix Nobel de la paix. Je t'avais pas dit. Non. Pardon, mais c'est exactement ça qui s'est passé. Bref. Donc, plus. Et donc, après plusieurs années de recherche en Afrique du Sud, elle a fondé à l'Université du Cap une initiative, la Research Initiative for Cities Health and Equity. Et en gros, elle analyse comment le logement, l'alimentation, la mobilité ou les espaces urbains influencent la santé des populations. Et Dieu seul sait que c'est quelque chose d'hyper important. Pourquoi ? Parce qu'on s'est rendu compte que dans la propagation des maladies, notamment, quand vous êtes dans des espaces clos, on l'a vu avec le Covid, il y a un concentré de population à un certain endroit, les maladies ont tendance à se propager beaucoup plus rapidement. Et donc, du coup, quand on comprend comment les maladies se propagent et comment le fait d'avoir des concentrations de population à certains endroits, de voir comment les gens se nourrissent, etc. Il y a beaucoup d'études. Comment ça s'appelle ce fruit ? Le cœur de bœuf, je crois. Ouais. Le cœur de bœuf. Ok. Je crois que ça s'appelle comme ça. C'est un fruit qu'on dit qui est pour un traitement naturel contre le cancer du sein chez certaines femmes. Le corosol. Le corosol. Pourquoi j'appelle ça le cœur de bœuf ? Je pensais encore à mes tomates. Vous m'excuserez. Ah, c'est la tomate qui s'appelle comme ça, oui, la grosse tomate. La tomate cœur de bœuf. Cœur de bœuf. J'ai jamais vu un cœur de bœuf, donc je sais pas si ça y ressemble. Moi non plus. Je n'aime pas ce nom. Corosol, donc en fait, il y a aussi des aliments il y a des aliments qui naturellement ont des propriétés pour lutter contre certaines maladies. Donc, aujourd'hui, cette femme est professeure à l'université de Cambridge, comme Oxford fait partie des top universités de ce monde. Et donc, elle travaille notamment sur l'interface entre la science, les politiques publiques, l'aménagement urbain. Elle est convaincue qu'on peut soigner les crises sanitaires sans repenser les villes face au changement... Attends, 1, 2, 3, je recommence. Elle est convaincue qu'on ne peut pas soigner les crises sanitaires sans repenser les villes face au changement climatique. Ok, ça fait plus de sens, oui. J'étais là, j'étais en train de lever la main. Maîtresse, j'ai pas compris. J'ai oublié un mot et ça change tout. Vous voyez quand vous mettez pas bien vos mots, hein ? Bref. Et donc, c'est trop marrant que tu racontes ça parce que on a regardé un truc avec mon mari. En fait, c'était une vidéo d'un gars qui expliquait l'origine des accents des gens en Angleterre. Oui. Et il expliquait qu'en fait, il y a certaines villes qui étaient tellement industrialisées que l'air était si pollué qu'en fait, tu allais trouver sur plusieurs générations des gens qui avaient des congestions pas possibles. Et c'est pour ça que tu vas retrouver dans certaines zones, les gens, ils parlent du nez, ils parlent comme ça. Et les gens, ils parlent tous comme ça depuis des générations, quoi. What ? C'est ça ? C'est incroyable, hein ? Non, mais vraiment, franchement. Donc, tout ça, ça revient encore à ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, que y a un impact... d'avoir des personnes qui comprennent le milieu, qui s'installent dans le milieu, qui essayent d'étudier et qui font des tests à petite échelle avant de faire des tests à échelle nationale, régionale, continentale. Il y a des vraies incidences. Une ville comme Kinshasa, qui est une ville surpeuplée,
et bah, tu peux te douter qu'il y aura des propagations plus faciles de certaines maladies parce qu'il n'y a pas un bon système d'égout, il n'y a pas... les maisons sont... L'urbanisation n'est pas respectée. Chacun fait ce qu'il veut. Donc moi, aujourd'hui, je décide que ma maison, c'est là. J'achète mon terrain, on va me dire, ah ouais. Et puis au pire, tu négocies, puis c'est bon, en fait. Tu peux faire le truc là. Donc, mais en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que, tu vois, comme tu l'as dit, là, moi, c'est un des trucs que j'ai jamais... qui m'a toujours perturbée par rapport à Kinshasa, c'est que pour moi, ça ressemble vraiment à l'anarchie, dans le sens où il n'y a pas de règles d'urbanisation, etc. Il n'y a pas de recherche. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de recherche, il n'y a pas de travail qui est fait dans ce sens-là. Je pense que c'est pas respecté. Voilà, et en fait, c'est ça que je trouve intéressant, en fait, c'est que j'ai toujours pensé que c'était des choses qui seraient du domaine plus administratif, politique, et que en fait la science joue son une rôle grosse aussi place dedans. en fait, a une place très importante en fait dans ce genre de réflexion aussi, en fait, c'est vrai. Oui, mais c'est comme et pour moi les mathématiques sont une science, mais parfois tu te dis les maths ça sert pas là, on n'en a pas besoin là, et le nombre de choses où tu as besoin des mathématiques pour que ça fonctionne, on se rend pas compte. Ça fait partie des choses toi tu négliges, mais il y a toute son importance là-dedans. Il y a trois personnes que je voudrais encore vous présenter, toujours dans cet esprit de maladie mondiale, etc. Ça va faire le lien. Une dernière personne qui elle du coup va faire le lien avec notre quotidien, je dirais. Là, je voudrais vous parler de 2 personnes zimbabwéennes qui font de la recherche sur le sida. Donc, la première, c'est Margaret Mungerera, qui est une médecin psychiatre. Et donc, son influence, bien évidemment, a dépassé tout le Zimbabwe, qu'elle a vraiment une influence mondiale. Et en fait, elle s'est engagée très tôt pour améliorer la prise en charge de la santé mentale et les conditions de travail des soignants en Afrique. Applaudissons-la, pardon. Merci, madame. Merci, les Zimzim. Merci beaucoup. Voilà. Wow. On en a beaucoup parlé en France, en Europe, en Occident pendant le Covid, comment les soignants étaient maltraités, que c'était toujours au quai au front, qu'ils étaient sous-payés. Pour les infirmières, les aides-soignants, on allait aux fenêtres à 20h pour taper des mains et leur dire qu'on pense à eux, qu'on les soutient, machin. Aujourd'hui, en France, on continue... casseroles, tout ça, Voilà. En France, on continue de supprimer des postes pour des soignants. On continue de les insulter, de penser qu'ils ne méritent pas de certaines choses. Leur petit à petit, en fait, on privatise la santé. Parce que la santé publique, elle va devenir insupportable et tout le monde va la fuir et on va devoir payer des fortunes, en fait, pour se soigner. C'est ça, leurs salaires sont très 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 bas. Là, ce n'est que mon opinion personnelle. On s'étonne qu'il y ait une fuite de soignants vers d'autres pays. Mais quand tu peux faire un x4 sur ton salaire en étant infirmière, qui ne le ferait pas ? Parce que tu peux... C'est comme les enseignants, en fait. Tu peux passer 20 ans de carrière. Tu as peut-être commencé à 2 000 € et tu vas finir ta carrière à 2 200 €. Pour des gens qui font des shifts de 12 heures parfois, parce que tu as beaucoup d'hôpitaux qui passent en 12 heures, tu as beaucoup de déserts médicaux. Et quand on parle de soignants, quand on vous dit 12 heures, c'est pas comme une personne qui travaille à la banque de 9h à 18h. C'est pas 12 heures debout. Non, c'est même pas ça. C'est au-delà du fait de 12 heures debout. C'est 12 heures, c'est que si à un moment donné, tu es en train de finir quelque chose avec un patient, tu vas pas dire « Ah, stop, 21h, j'ai fini !» Ouais, 21h, ma femme, elle m'attend à la maison. Allez, bye. Bah, le pansement... Oui, mais au milieu d'une opération, machin, enfin, tout truc. La personne, elle va mourir. Non. Non, mais t'inquiète, moi, je dois y aller. Je finis à 18h, c'est tout. Non, mais je dois y aller, il faut que je fasse les courses. J'ai une lasagne qui m'attend à la maison, je peux pas. Ouais, grave. Non, je peux pas. Donc, il y a un vrai investissement. Il y a aussi ça déborde beaucoup sur la vie perso. Bon. Et donc, ce sont des gens dont on néglige souvent la santé mentale. Et il ne faut pas oublier qu'au-delà même de la charge de travail, le comportement humain face à ces personnes peut être parfois dérangeant. Pour dire ça de façon... Mais c'est vrai, en fait, parce que c'est essentiel de mettre en avant leur santé mentale, parce que si on ne le fait pas, on se retrouve avec ce qu'on craint le plus quand on est face à un médecin, quand on est face à du personnel médical, c'est qu'ils fassent plus preuve d'humanité. Et il y en a beaucoup, je pense, qui sombrent dans ça, justement, parce qu'il n'y a aucun suivi, il n'y a aucun soutien dans ce sens-là. Et du coup, pour pouvoir performer dans un job aussi demandant, aussi traumatisant, à un moment donné, tu dois faire une déconnexion.
Ouais, bah justement pour revenir à ce que tu dis, cette femme, donc Margaret Mungerera, tout au long de sa carrière, elle a montré en fait que la médecine, ça se limite pas uniquement aux soins du corps, mais ça implique aussi de protéger les systèmes de santé et celles et ceux qui les font vivre, donc les soignants. Pour donner un peu son parcours, elle est devenue une figure mondiale du monde médical. Elle a été élue présidente de l'association de médecine nationale au Zimbabwe et ensuite en 2013, elle a été à la présidence de la World Medical Association, représentant des médecins de dizaines de pays. Et donc elle a toujours défendu avec véhémence, avec force, l'accès aux soins, la dignité des patients et les droits des professionnels de santé, en particulier dans des pays à faibles ressources. Et on revient à ce qu'on dit depuis le début, l'importance d'avoir des gens qui viennent d'un certain milieu pour représenter ce milieu. Voilà. Et donc l'autre personne, c'est le docteur Wadzane Samaneka. Je suis vraiment désolée si j'écorche les noms. Donc c'est une médecin et une chercheuse zimbabwéenne et elle par contre elle est spécialisée dans la lutte contre le VIH. On sait à quel point c'est un fléau pour le continent. On a parlé dans l'autre épisode où justement on disait qu'il y avait un gros problème sur le fait que ça touche de plus en plus de jeunes femmes, de jeunes filles, et donc c'est au cœur pour nous en fait. C'est ça. Elle a commencé sa carrière à une époque où en fait le diagnostic du VIH, ça équivalait souvent à une condamnation à mort, comme beaucoup de personnes. Quand cette maladie est arrivée, on avait l'impression que t'as le VIH, c'est bon, tu vas mourir dans 3 mois. Il n'y avait rien à faire parce que les traitements évidemment n'étaient pas accessibles comme ils le sont aujourd'hui. Et donc du coup, c'est ça qui en quelque sorte l'a profondément marquée dans son engagement scientifique. Elle a été chercheuse au Clinical Trials Research Center de l'université du Zimbabwe. Et en fait, depuis 2005, elle participe à des essais cliniques sur la prévention et le traitement du VIH. Elle veut, par son travail, contribuer au fait de faire que le VIH soit une maladie aujourd'hui contrôlable, notamment grâce aux thérapies antirétrovirales. Son objectif, bien évidemment, ce n'est pas que ça. Elle s'intéresse particulièrement aussi au réservoir viral pour comprendre comment ce virus qui reste caché dans l'organisme malgré les traitements et comment on peut faire en fait pour s'assurer de détruire ce virus quand on fait face à une personne résistante aux soins, on va dire ça comme ça de façon très vulgaire. Et c'est l'un des plus gros défis puisque on a constaté chez certaines personnes qu'on a beau les traiter, il y a toujours un petit quelque chose du virus qui reste en eux, qui va peut-être pas s'exprimer. D'accord. Mais l'idée, c'est d'aller jusqu'au fin fond de la racine. Tu sais, c'est comme quand on traite une carie ou que tu as une dent qui est cassée ou quoi que ce soit. Parfois, tu vas pas avoir mal et parfois, tu vas avoir encore une gêne. On va être obligé d'aller chercher pour enlever les racines de ta dent. C'est de façon très simplifiée ce que je dis. Mais tu vois, tu peux vivre avec une carie, ça te pose pas de problème, elle est soignée, etc. Mais il y a parfois, il y a des petites choses qui font que, non, on est obligé d'enlever la dent. Ça, c'est incroyable, je trouve ça aussi, ça fait partie des choses, et waouh, parce que, waouh, voilà. Et parce que, bien sûr, pour les personnes qui sont inscrites à la newsletter, vous aurez reçu plein d'autres portraits de femmes. Vous aurez reçu le portrait de ces femmes qu'on a citées aujourd'hui, mais aussi de plein d'autres femmes du continent qui font des choses incroyables. Si jamais ça peut vous inspirer, si jamais ça peut vous dire « Ah ben moi, je fais partie de ces femmes-là, à mon niveau, j'ai commencé de la recherche, je travaille dans un groupe, etc. » Ou ça m'a donné envie de me renseigner un peu plus sur les femmes qui font ce genre de choses. C'est aussi pour ça qu'on essaie de faire c'est aussi pour ça qu'on fait le podcast. C'est pour se donner des idées les unes les autres. Et donc la dernière personne dont je voudrais parler dans l'épisode d'aujourd'hui, parce que je suis profondément patriote, que j'aime mon pays, je vais vous parler de Nancy Clemence. Et là, bizarrement, je vais avoir beaucoup plus de facilité à prononcer son nom. Chimweneka. Nancy Clément Chimweneka. Ouais, c'est une louba. Voilà, je savais. Représente.
Eh ben, en fait, elle fait partie de ces nouvelles figures de la recherche scientifique en RDC. Elle est plutôt orientée intelligence artificielle et recherche interdisciplinaire, d'où le lien avec ce que l'on vit aujourd'hui. Là, on voit partout des Mistral AI, ChatGPT, Grok, Claude, tout ça, tout ça. Je pense que vous ne vivez pas dans une grotte. Vous entendez ces choses-là comme nous, on les entend. Me dis pas qu'elle travaille sur Grok, Néné. Non, elle travaille pas sur Grok. Non, parce que je viens juste de l'applaudir. Me dis pas que je l'ai applaudi pour rien. Non. En tout cas, là, c'est pas marqué dans les recherches que j'ai faites. J'ai pas vu Grok. Elle est chercheuse distinguée de l'université de Kinshasa. Elle s'est inscrite dans le programme national Intelligence artificielle 2022-2027 qui vise à intégrer l'intelligence artificielle dans la recherche et l'innovation. Vous voyez un peu le cerveau ? Vous voyez les cerveaux ? Donc, ces travaux participent à l'émergence d'une science congolaise tournée vers les technologies avancées, capables de répondre à des défis sociaux, éducatifs, économiques. Est-ce que c'est pas quelqu'un de bien ? En tout cas... Est-ce que c'est pas quelqu'un de bien ? En théorie, j'ai envie de dire tout va bien. Hein. Tout va bien. Intelligence artificielle, j'ai peur. Ça dit, oh mon Dieu, ça y est, voilà. Je sais pas. Mais voilà. Non, en théorie, ça va. Hein. En théorie, ça va. Et en fait, Belle carte. Au-delà de toutes ces recherches qu'elle peut faire, elle, malgré elle, c'est quand même l'incarnation aussi d'un leadership féminin scientifique dominé par les hommes, dans une branche qui est quand même largement dominée par les hommes. Moi, quand je regarde tous les trucs d'IA, des machins, je vois que des messieurs. C'est rare. Peut-être je me trompe et je regarde pas bien, mais c'est rare par rapport à l'IA, femme. pour moi, c'est important qu'il y ait un point de vue féminin et qu'il y ait une intervention, on va dire, féminine, parce que malheureusement, à chaque fois qu'il y a une avancée technologique, la première chose que certains hommes vont faire, c'est exploiter les femmes. Donc bien vraiment, dans ce sens-là, oui, je suis partante pour qu'il y ait des femmes dans ce domaine-là. Oui. Ok, donc je maintiens mon applaudissement. Oui, et donc du coup, moi, je suis contente parce que Cocorico, mais c'est pas Cocorico qu'on doit dire parce qu'elle n'est pas française. Je sais pas comment mais je sais pas ce qu'il dit le léopard, moi. Moi non plus. Miaou. Mais j'avais une liste de 4-5 noms de femmes congolaises qui ont fait des choses extraordinaires et je me suis dit tu t'es dit deux, frère. Voilà, je me suis dit la propagande matin, midi, soir. Bon, hein, on peut aussi voir ailleurs, à gauche, à droite. Mais voilà, donc pour clôturer cet épisode, dites-nous votre pays d'origine, une figure marquante, une femme marquante dans le domaine scientifique. Et on parle scientifique au sens large, ça peut être une mathématicienne, ça peut être une physicienne, ça peut être une médecin, ça peut être une ingénieure. Voilà, pour ce jour des droits, cette journée internationale des droits des femmes, partagez avec nous votre pays d'origine, une femme impressionnante de votre pays. Dans le domaine scientifique. Que ce soit la science ou non d'ailleurs, comme ça on va apprendre beaucoup de choses. Oui, t'as raison, la science ou non. Parce que... Moi j'ai envie d'applaudir une dernière femme dans la science. Elle a fait un gros travail de vulgarisation scientifique et elle a fait un travail colossal pour cet épisode aujourd'hui. J'ai nommé Néné. Applaudissez Néné. Merci Néné. Merci. Ben, je vous en prie, avec mon cerveau embrouillé, je vous ai dit des bêtises peut-être, mon français était bancal, mais vous comprendrez. Néné, t'as d'être ça. Mais vous comprendrez. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui te rend heureuse en ce moment ? Qu'est-ce qui me rend heureuse ? Tu sais quoi, je suis contente parce que de base, quand tu as commencé à travailler sur cet épisode, moi j'étais très inquiète. J'ai dit, Néné, je n'ai aucune connaissance scientifique, je ne sais pas comment on va faire cet épisode, qu'est-ce que je fais, truc. Et au final, tu as vraiment trop bien vulgarisé l'information. Et franchement, c'était super inspirant d'entendre ces différents parcours, de voir tous les domaines dans lesquels on peut avoir un impact dans ce monde. Franchement, c'est impressionnant. Parce que comme on dit toujours, en fait, nous, dans les familles afro, c'est soit tu deviens docteur, et quand on dit docteur, c'est les docteurs qui coupent les gens, parce que c'est ceux qui font le plus d'argent, ou alors tu deviens avocate, et puis c'est tout. Alors qu'il y a tellement d'autres choses que tu peux faire dans ta vie, en fait, qui vont avoir un impact positif sur le monde. Et ça, c'était super. Donc, ce qui me rend heureuse aujourd'hui, c'est que j'ai été très inspirée par tous ces profils. Et toi, Doudou ? C'est la même chose, de repasser un peu mes notes pour la préparation de cet épisode, etc. Je me dis, j'aimerais bien qu'on en fasse un peu plus sur des choses un peu plus différentes, mais
Je suis contente qu'on puisse être l'inspiration qui nous a peut-être manqué quand on était plus jeune. Et mais meuf, tu dis j'aimerais en faire plus, c'est ton podcast en fait. Oui, je sais pas si t'es au courant. je sais, mais ça demande vraiment beaucoup de préparation pour dire pas beaucoup de bêtises ou pas de bêtises du tout. Donc, non, je suis contente parce que voilà. Et que, c'est cool de faire des épisodes comme ça. Ça me redonne espoir dans l'humain. C'est vrai. On parle beaucoup des garçons et je suis contente qu'on parle des femmes. On parle beaucoup des garçons, des hommes, pardon. Ouais, mais sans transition, dans le bonus, on va parler des hommes, justement. Voilà. Parce qu'on a reçu une demande d'une auditrice qui a dit... J'ai trop aimé comment elle a proposé le truc. Elle a dit, bon, comme maintenant on est dans une partie privée, j'aimerais bien que Ndaya nous raconte pourquoi elle déteste les hommes. Oh là là. Donc, pour celles qui sont dans la partie privée, on se retrouve juste après et on va parler de ça. Bon, eh bien, merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. N'oubliez pas vos devoirs. Partagez-nous des femmes, des figures de femmes extraordinaires. Et vous savez quoi ? Ça peut être votre maman. Ça peut être votre cousine, votre sœur. Moi, j'ai parlé de ma marraine, mais il y a Parlez-nous des gens qui vous inspirent, qui ont fait, selon vous, des choses incroyables, parce qu'il n'y a pas de petites... il n'y a pas de petites choses. Tout, Oui, faites-nous pleurer, faites-nous rire, comme vous le faites à chaque épisode. Merci pour tout. Vous savez où nous trouver. Pour ceux qui sont abonnés, on se donne tout de suite rendez-vous pour savoir pourquoi Ndaya déteste les hommes et comment Néné s'approche de Ndaya. Oh non. Ça peut pas être bien comme ça. Non. Et pour les autres, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous. Bisous. Bye.